Bonjour et bienvenue dans ce live Facebook Détente Jardin sur un thème très spécial aujourd'hui qui est le thème des abeilles dans le jardin. On est avec Fabien Kouachi, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur des programmes de sensibilisation à l'Observatoire français d'apidologie. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer un peu votre métier ? Alors déjà juste rappeler ce que c'est l'Observatoire français d'apidologie, qui est une ONG en fait qui œuvre quotidiennement à l'étude et à la sauvegarde des abeilles. Et l'apidologie en fait c'est la science de l'étude du comportement des abeilles. Et moi, au sein de l'OFA, qui est son acronyme, mon rôle en fait c'est d'essayer de faire savoir au plus grand nombre pourquoi l'abeille est importante et pourquoi sa disparition serait catastrophique pour l'humanité. Donc vous faites des interventions un peu dans des classes, dans des conférences, etc. pour en parler ? Exactement. On construit des projets avec des partenaires, avec des collectivités, des écoles, pour essayer de faire savoir au plus grand nombre pourquoi il faut s'intéresser à cet insecte, pourquoi il est important et pourquoi sa disparition aurait un impact sur la totalité du fonctionnement de nos écosystèmes. Donc voilà, je pense que tout le monde est en capacité de comprendre ça et surtout aujourd'hui on parle d'écologie en permanence et il faut des gens comme moi qui prenons notre bâton de pèlerin et qui allons voir les gens pour leur faire comprendre ça. Et pour voir les gens, il y a une semaine des fleurs pour les abeilles qui commence demain, donc qui a lieu du 10 au 19 juin. Donc on va en parler maintenant. Vous avez l'affiche qui se trouve juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cet événement et à quelle échelle il se... Alors c'est la semaine des fleurs pour les abeilles, donc on en est déjà à la 6e édition. L'année dernière, on a fêté ses 5 ans. C'est la toute première campagne de sensibilisation citoyenne qui a été créée, on va dire, sur le sujet des abeilles, avec cette démarche un peu spécifique qui est OK, les abeilles sont en train de disparaître, OK, on connaît ces causes et on sait pourquoi, mais toutes ne sont pas faciles à comprendre ou alors à modifier pour le grand public. Trouvons une solution simple, une action extrêmement simple que tout le monde peut mettre en place pour essayer d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc on a trouvé cette idée de proposer des sachets de graines de fleurs mellifères qui sont extrêmement importantes pour l'alimentation des abeilles et de tous les pollinisateurs. Et en semant ces petites graines de fleurs mellifères dans vos jardins, si vous avez des balcons dans vos jardinières, vous apportez des ressources supplémentaires pour les abeilles. C'est une petite action, c'est extrêmement simple et tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'est des fleurs pour les abeilles, c'est ça. Et c'est ça depuis 6 ans maintenant. Donc ces petits sachets, vous allez pouvoir en gagner à la fin de ce live. Écoutez bien, il y aura à peu près 3 sachets par gagnant. Il y aura une petite question qui va se glisser. Écoutez bien Fabien, à tout moment, il va donner des infos ultra importantes qui pourront vous servir donc pour refleurir vos jardins pour les abeilles. Donc, il y a cette action. La question quand même importante qu'on peut se poser, c'est toutes ces actions qui existent autour des abeilles, elles sont là pourquoi ? À quoi servent les abeilles dans notre écosystème ou même en général ? Alors, on en parlait tout à l'heure un peu en préparant ce live. La question, moi, me titille un peu parce que quand on parle de quelque chose qui sert à quelque chose et quand on fait le lien avec la nature, c'est toujours un peu perturbant. De partir du principe que la nature sert à quelque chose, ça veut dire qu'elle sert à l'homme en fait. Donc c'est sûr que si on a une vision très anthropique, l'abeille a une vraie utilité pour les êtres humains. Mais in fine, l'abeille, elle n'a pas plus d'utilité que moi sur Terre. Après, si on reprend cette vision un peu anthropique, l'abeille a un rôle essentiel qui est ce qu'on appelle la pollinisation. C'est un service écosystémique rendu gratuitement par la nature. Et la pollinisation, c'est ce fameux pacte de vie, ce contrat d'amour qui a été signé entre les plantes à fleurs et les abeilles il y a plus de 200 millions d'années pour permettre aux plantes à fleurs de se reproduire et aux abeilles de s'alimenter. Et voilà. Et c'est grâce à ça que du coup vous avez des plantes à fleurs et ensuite des fruits et des légumes partout sur la planète. Donc c'est grâce aux abeilles, mais les abeilles, il n'y a pas qu'une seule
qu'une seule espèce d'abeille. Il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Alors, des espèces d'abeilles, il y en a approximativement 20 000. Et c'est pour vous dire, ce qui est assez rare dans le règne de la nature, d'avoir autant d'espèces, c'est que pour les plantes à fleurs, qui a coévolué avec les abeilles, du coup, grâce à la pollinisation, les plantes à fleurs, pareil, on compte à peu près 250 000 espèces. Donc, c'est vraiment des espèces qui sont très abondantes. Donc, les abeilles, c'est 20 000 espèces. Et parmi ces 20 000 espèces, vous en avez à peu près 90% qui sont des abeilles dites solitaires, c'est-à-dire qu'elles vivent seules. Voilà, elles font leur petite vie toutes seules. Elles n'ont pas besoin de colonies ou de gens ou d'autres abeilles pour les aider. Alors que vous avez ce dernier 10% d'espèces d'abeilles qui représentent ce qu'on appelle les abeilles sociales. Et elles ont trouvé une façon unique pour pouvoir perpétuer l'espèce, c'est de vivre en colonie, ce qu'on appelle les insectes eusociaux. Ça fonctionne par système de caste. Et elles ont compris qu'ensemble, elles étaient plus fortes. Donc, c'est vrai qu'en général, les abeilles sociales sont celles qu'on connaît plus Évidemment. Facilement, c'est les plus connues, entre guillemets. Alors, l'histoire d'amour qui existe entre l'humanité et les abeilles, c'est surtout tissé entre les abeilles sociales, évidemment, et l'homme. Pourquoi? Parce que l'abeille sociale, qui vit en collectivité, a cette chose unique que les autres n'ont pas, qui est je fabrique du miel, je fabrique de la propolis, je propose du pollen et je fabrique de la cire. Et ça, évidemment, pour l'être humain, c'est des choses qui ont été extrêmement intéressantes pour l'histoire et le développement de l'humanité. Donc forcément, la vraie connexion qui s'est faite depuis la nuit des temps, c'est avec l'abeille sociale. Donc l'abeille sociale, il y en a une qu'on connaît particulièrement. Vous l'avez surnommée Maya l'abeille tout à l'heure. Alors ouais, je dis Maya, voilà, c'est une petite blague, mais c'est vrai que pour le grand public, déjà de dire qu'il existe plusieurs espèces d'abeilles, qu'il y a une espèce sociale, une espèce solitaire, qu'elles ont des fonctionnements différents, qu'il y en a une qui produit du miel, l'autre pas. Voilà, souvent on perd un peu les gens. Et quand je parle de l'abeille sociale, je fais référence à Maya l'abeille parce que tout le monde la connaît, parce que c'est une référence à notre enfance. Mais en effet, Maya l'abeille représente un peu l'abeille sociale. Et donc son nom de cette abeille sociale connue? C'est Apis mellifera mellifera. Très bien. Et donc, dans les abeilles solitaires, il y a aussi d'autres... Les abeilles solitaires, vous avez, je vous ai dit, il y a 20 000 espèces et 90% de ces 20 000 espèces sont des abeilles solitaires. Donc vous en avez beaucoup. Vous avez l'osmie, mégachile, le xylocope, qui est cette fameuse grosse abeille noire dont les enfants ont extrêmement peur, surtout les adultes même, que vous retrouvez butinée de fleur en fleur l'été. Elle est noire, elle a des ailes violettes. Moi, je la trouve magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles abeilles. Ça, par exemple, c'est une abeille solitaire. Il faut surtout ne pas en avoir peur. Pas en avoir peur et puis surtout en prendre soin, parce que qu'est-ce qui se passe actuellement avec les abeilles? Alors, ça fait, on va dire, grosso modo, ça fait à peu près 50 ans que vous avez les premiers lanceurs d'alerte qui nous avertissent qu'il se passe un problème dans la nature, qu'on a un souci avec les insectes et qu'on va vers un phénomène qui s'appelle le fameux printemps silencieux. Printemps silencieux, ça fait un peu peur comme terminologie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis à peu près 30 ans, vous avez 70% de la masse des insectes volants qui ont disparu d'Europe, que vous avez 30% des oiseaux communs qui ont disparu aussi d'Europe, et que vous avez chaque année 30% de mortalité chez les abeilles sociales, et certainement beaucoup plus chez les abeilles solitaires. Donc en termes de biodiversité et de diversité, c'est une catastrophe. Vous parlez aussi d'effondrement des colonies. Alors le terme, c'est l'effondrement des colonies. C'est un terme qui a été donné dans les années 90, quand les deuxièmes lanceurs d'alerte, donc les apiculteurs, se sont rendus compte dans les années 90-95 qu'il y avait des phénomènes d'effondrement massif des tas d'abeilles en fait qui retrouvaient devant leur ruche par terre. Et je peux vous dire, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être confronté à des tas d'abeilles morts. Déjà, ça sent pas bon. Deuxièmement, c'est très effrayant. Et troisièmement, ça vous fait extrêmement peur parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et les apiculteurs dans les années 90, ils étaient confrontés à ça. C'était la première fois. Et voilà, ils ont pas compris ce qui se passait. Sauf que c'est pas un phénomène qu'on a vu uniquement en France, mais c'était partout sur la planète où l'agriculture intensive était déployée. Donc, quelles sont un peu les raisons
qui ont amené à ce taux de mortalité énorme chez les abeilles? Alors, la première raison, je suis obligé de la citer parce que c'est la plus importante et c'est celle qui a été aussi prouvée scientifiquement depuis les années 90. C'est évidemment l'utilisation massive des produits phytosanitaires, donc les pesticides, qui malheureusement ont un rôle extrêmement important dans la mortalité des abeilles, mais en fait de l'ensemble des insectes. C'est assez foudroyant avec les fameux néonicotinoïdes. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi, vous avez les maladies, les pathologies, comme le varroa destructor, qui est un petit acarien qui s'accroche sur le dos de l'abeille et qui lui aspire les molymphes, donc c'est son sang. Donc c'est évidemment un problème pour les abeilles. Vous avez aussi le problème des espèces exotiques envahissantes, qui sont de plus en plus nombreuses, donc le fameux frelon asiatique, voilà, que tous les apiculteurs et jardiniers ont rencontré forcément dans leur jardin. Et vous avez aussi le problème du changement climatique, qui est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, de plus en plus puissant, et qui a pour conséquence directe pour les abeilles de leur couper de leur principale ressource alimentaire, c'est-à-dire les fleurs. Mais pourtant, il y a des actions qui ont été mises en place dans les villes, donc avec beaucoup plus de ruches qui se sont installées sur les toits des villes, etc. Beaucoup plus de personnes s'intéressent à la cause de l'abeille. Est-ce que ça a pour autant changé quelque chose ces dernières années? Alors, encore une fois, c'est un sujet sensible, mais c'est très bien que nous parlions des sujets sensibles. Le fait d'installer des ruches en ville n'est pas forcément une réponse écologique à ce problème d'effondrement des colonies. À la base, je pense que l'idée était extrêmement bonne, c'était redonner de la biodiversité dans les centres urbains, parce qu'on en avait besoin, mais sauf que le mouvement a tellement grandi et ça a été un tel succès qu'on s'est retrouvé avec des quantités d'abeilles astronomiques dans les villes pour se retrouver au final avec un bol alimentaire pas suffisamment conséquent pour l'ensemble des insectes présents dans les villes. Donc on s'est retrouvé avec une balance qui n'était plus équilibrée, trop de bouches à nourrir et pas assez de nourriture, et donc du coup ça fonctionne plus. Donc là, ça devient un non-sens écologique. Donc en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, la vraie réponse, c'est de revégétaliser les centres urbains, de rapporter en fait le végétal là où il y en a besoin. Parce que le végétal, à la base, c'est la vie et c'est aussi des ressources alimentaires pour les insectes. Mais c'est aussi des abris, par exemple. Donc, du coup, on en vient aux questions un peu importantes. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour préserver justement les abeilles? Je pense à nous et surtout à nos lecteurs de Détente Jardin qui sont des jardiniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur jardin ou sur leur balcon pour justement préserver toutes ces abeilles? Alors les jardiniers, vous avez un rôle extrêmement important sur ce sujet. Déjà, vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'un espace naturel, ce qui est quelque chose qui est de plus en plus rare. Donc déjà, vous avez un petit trésor entre vos mains. Il faut vraiment en prendre soin et c'est ce que vous faites très certainement, j'en suis persuadé. La première chose à faire, c'est de comprendre que votre jardin, c'est un écosystème vivant. Parce que souvent, quand on parle d'écosystème, on parle de grands écosystèmes, on parle des parcs naturels, des océans, etc. Mais votre jardin, c'est un écosystème. Et vous êtes à la base du bon fonctionnement de cet écosystème. Donc déjà, il faut bien vérifier que votre écosystème, il fonctionne. Donc est-ce qu'il y a suffisamment de végétaux? Est-ce qu'il y a suffisamment de mixité dans les plantations que vous allez faire? Est-ce que les choses sont suffisamment bien agencées pour que, quand il fait très chaud l'été, par exemple, les plantes les plus fragiles soient protégées par les plantes les plus grandes, etc., etc. Donc essayez de trouver déjà un équilibre au niveau de la plantation qui fasse presque penser à un équilibre naturel, que l'homme n'aurait même pas mis sa main. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ça veut dire que vous avez construit un écosystème sain qui attire et qui donne envie de s'y arrêter. Et dans ce cas-là, la deuxième étape, éventuellement, ça va être d'attirer des insectes, par exemple les insectes pollinisateurs, sauvages, domestiques, si vous avez un très très grand jardin et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de ruche à proximité, pourquoi pas installer une toute petite ruche pour redonner pour booster un peu la biodiversité de votre jardin, une maison à insectes, voilà, toutes ces petites actions comme ça qui peuvent faire que votre jardin va devenir un véritable écosystème vivant et surtout dans lequel vous allez bannir totalement l'utilisation des produits phytosanitaires. Parce que vous parlez d'installation de ruches, parce que donc du coup
on va ramener à l'intérieur des abeilles sociales. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce qui se passe dans une ruche en particulier, par exemple? Dans le fonctionnement d'une ruche, si vous avez encore 3 heures devant vous, sans problème. La ruche, donc c'est la maison que l'être humain a fabriquée pour pouvoir accueillir un essaim d'abeilles sociales. Un essaim d'abeilles sociales, ça peut vivre dans une ruche, mais ça peut vivre aussi au creux d'un arbre, dans votre toit de maison. Voilà, un essaim sauvage, ça va s'installer là où il considère qu'il y a suffisamment de sécurité et de ressources alimentaires. Mais quand l'essaim a la possibilité de vivre dans une ruche, il le fera avec plaisir. S'il est sûr que l'endroit est sûr et propre et correct pour lui. Et donc l'apiculteur, lui, sera évidemment garant de la bonne santé et du bon fonctionnement de sa ruche. Et donc dans une ruche, vous avez en gros, grosso modo, puisqu'on parle beaucoup en ce moment de démocratie, de citoyenneté, etc. Donc l'abeille est un exemple pour ça. Dans une ruche, vous avez 50 000 individus qui, tous les jours, partagent des décisions, prennent toujours la bonne décision et avancent toujours dans la même direction. C'est une équipe. Je dirais même plus que c'est une famille. Puisque vous avez la reine, vous avez quelques mâles et vous avez toutes les ouvrières. Et toutes ces ouvrières sont issues évidemment de la reine. Et de quoi se nourrissent les abeilles en général? Alors les abeilles, quelles qu'elles soient, là on parle de toutes les abeilles, depuis à peu près 150 millions d'années, puisque vous me posiez la question tout à l'heure, se nourrissent de nectar et de pollen, uniquement. Donc qu'est-ce que le nectar et qu'est-ce que le pollen? Alors le nectar, c'est une petite substance sucrée, une petite eau sucrée que les abeilles vont retrouver au cœur de la fleur. Donc la fleur n'a pas du tout besoin de produire du nectar, elle n'en a pas besoin pour se développer. Elle a trouvé cette technique pour pouvoir attirer les abeilles. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le pollen. Donc le pollen, en fait, c'est la poussière fécondante en fait des étamines, donc la partie mâle de la fleur, qui va permettre à cette poussière fécondante qui va permettre à une autre fleur d'être fécondée et de pouvoir produire une graine et ensuite un fruit ou un légume. Est-ce que toutes les fleurs produisent cette nourriture pour les abeilles ou pas? Non. C'est une très bonne question. Toutes les fleurs ne possèdent pas du nectar et du pollen. Certains possèdent que du nectar, d'autres que du pollen. Et certaines ne possèdent même pas ces choses-là. Donc celles qui nous intéressent, nous en tout cas, c'est ce qu'on appelle les plantes mellifères ou les plantes nectarifères, parce qu'avec elles, on a la certitude que dedans, on retrouve du nectar et du pollen. Donc les plantes mellifères, est-ce que vous pouvez un peu expliquer? Mais déjà mellifère, parce que ça veut dire plante qui produit du miel, même si elle ne produit pas vraiment du miel, elle permet la transformation du miel. Et c'est des plantes en fait qui sont extrêmement diverses et variées. On en retrouve de toutes essences. Et c'est des plantes qui sont indispensables en fait à la survie des abeilles. Et en plus, très souvent, elles sont très jolies. Donc, dans le sachet que vous allez gagner à la fin de ce live, il y a plusieurs exemples de ces plantes mellifères. Tout à fait. Alors là, par exemple, dans ce sachet, vous avez du souci, du bleuet, du mauve, du sainfoin, du fenouil, de la mélisse, mais vous avez aussi du tournesol, du coquelicot, du sarrasin. Enfin, vous avez que des essences en fait qui ont été sélectionnées pour pouvoir apporter suffisamment de ressources alimentaires pour les abeilles. Et l'objectif premier de ces mélanges, on se le rappelle bien, c'est pas de faire des jolies fleurs. La nature, on ne la contrôle pas pour faire quelque chose de joli. Là, en l'occurrence, c'est pas des mélanges qui sont faits pour être jolis, ils sont faits pour être utiles pour les abeilles. Mais comme la nature est belle, par définition, en plus, ça donne des mélanges qui sont extrêmement beaux. Donc quand j'entends des collectivités qui me disent « Ah non, nous, ce qu'on veut, c'est mettre des jolis par terre, parce qu'il faut que ça soit joli pour notre belle avenue, là, pour rentrer dans la ville, etc. » Moi, je leur dis, c'est un non-sens écologique, c'est pas possible, il faut arrêter ça. Mettez de la plantation utile pour la nature, utile pour les insectes en général. Et en plus, vous verrez, la nature, quand on la laisse faire, elle est belle. Là, on a sélectionné un peu les fleurs les plus connues qu'on peut avoir dans notre jardin pour attirer les pollinisateurs. Donc, on a par exemple le cosmos. Oui. C'est une plante qui produit plutôt du nectar.
Alors, elle produit les deux. La plante qui m'intéresse, parce que je la vois du coup, et elle est sur le plateau, c'est la lavande. C'est une plante intéressante parce qu'elle est extrêmement appréciée des abeilles et aussi des apiculteurs, du coup, puisque je pense que tous les gens qui nous écoutent ont eu certainement la possibilité de goûter du miel de lavande, qui est extrêmement bon, qui est le miel le plus vendu en France. Cette plante, la lavande, a cette particularité de ne produire que du nectar. Donc elle ne produit pas de pollen. Donc il faut bien savoir quand on achète des plantes et qu'on veut faire plaisir aux insectes, ce qu'elles contiennent vraiment. Et il faut faire attention. Par exemple, la lavande, quand les apiculteurs, par exemple, déposent leurs ruches dans les fameux champs de lavande dans le sud de la France pour produire ce super miel, ils savent très bien que la plante ne va pas produire de pollen. Donc ça veut dire que pendant le temps où vous allez laisser votre ruche à côté de ces champs de lavande, les abeilles ne pourront pas aller chercher du pollen pour nourrir les bébés, parce que le pollen, ça sert à nourrir les larves d'abeilles. Donc voilà, il faut bien savoir ça, parce que si vous laissez votre ruche à côté des champs de lavande pendant 1 mois, 2 mois, vous êtes sûr que vous allez retrouver votre ruche morte. Et pourtant, vous allez dire, mais non, mais c'est mellifère, il y a du nectar, etc. Donc voilà, il faut réfléchir, il faut utiliser les choses intelligemment. Donc dans ce cas-là, si par exemple on a envie de planter de la lavande pour attirer les pollinisateurs, il va falloir réfléchir et penser à mettre à côté une autre plante qui complète. En fait, vous avez tout dit, il faut réfléchir. C'est juste, il faut faire fonctionner notre cerveau et se dire, il faut faire les choses intelligemment. La monoculture, on sait que ça ne marche pas. On sait que c'est un non-sens écologique. La lavande, c'est super, c'est beau, ça sent bon et c'est très, très, très utile pour les insectes. Mais à côté, on peut mettre autre chose qui remplira un rôle qui sera en fait, qui viendra compenser ce que la lavande ne fait pas, etc. Et c'est comme ça qu'on crée un écosystème. Donc après, il y a des professionnels du végétal, on peut aller voir des gens dont c'est le métier pour essayer de trouver les mélanges adéquats qui respectent la nature et ses envies. Oui, mais en même temps, il y a aussi des exemples. Oui. Il y a aussi le tournesol qui est très connu pour attirer les pollinisateurs. Oui. Le tournesol, c'est une plante un peu emblématique pour le monde apicole. Je vous fais rapidement la petite parenthèse, mais le tournesol, c'est une fleur qui est extrêmement appréciée par les abeilles, toutes les abeilles, parce qu'elle produit beaucoup de nectar et de pollen. Et en fait, c'est les colonies d'abeilles qui étaient à proximité des champs de tournesol dans les années 90 qui ont mis la puce à l'oreille des apiculteurs qui retrouvaient des colonies entières d'abeilles qui mouraient devant leur ruche. Et en effet, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits, beaucoup d'insecticides, etc., qui étaient utilisés dans les champs de tournesol. C'est grâce au tournesol qu'on a détecté ces premiers effondrements, en tout cas, du moins en France. Après, le tournesol, on le connaît pour ses champs, mais on peut très bien en mettre dans notre jardin. En fait, on peut tout mettre. Le tout, c'est d'éviter de mettre des choses dangereuses derrière pour les insectes. Quand vous parlez de choses dangereuses, vous pensez à quoi ? Ce que je vous disais tout à l'heure, pesticides, insecticides, herbicides. Vous parlez du coup des pollinisateurs parce qu'il n'y a pas que l'abeille qui est pollinisatrice. Non. Et il y a d'autres insectes. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Alors l'abeille sociale, solitaire, ces abeilles-là sont quand même les principales pollinisatrices sur la planète. Elles font à elles deux plus de 80% de la pollinisation mondiale. Donc ça reste quand même extrêmement majeur. Par contre, vous avez d'autres insectes qui viennent les seconder, comme les papillons, les cirfes, les mouches. Vous avez même des petits mammifères, comme certains oiseaux, certaines chauves-souris. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui vient seconder l'abeille. C'est un peu le moment de passer à la question. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir et aussi de nous poser des questions à Fabien concernant les abeilles dans le jardin. Donc, si vous avez bien écouté, vous allez pouvoir gagner 3 sachets de graines pour des fleurs pour votre jardin. Donc, la question, c'est combien y a-t-il d'abeilles dans une ruche ? Ça a été dit tout à l'heure. On vous laisse répondre en commentaire et on annoncera les gagnants à la fin de ce live. Donc, on va revenir, c'était une petite aparté, on va revenir sur les plantes.
ces plantes, bon là, on les a en graines, mais où est-ce qu'on peut en trouver si on veut, par exemple, faire notre jardin pour les abeilles? Ça, vous avez évidemment des semenciers professionnels en France, vous avez des fleuristeries, des horticulteurs, tous les professionnels du végétal en fait possèdent ou peuvent vous conseiller sur ce type de mélange. C'est devenu vraiment, et ça vraiment, j'en suis extrêmement content, et l'OFA déjà il y a 6 ans avait déjà senti les choses. Maintenant, vous retrouvez ces petits sachets un peu partout. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Vous aurez aucune difficulté à les trouver. Celui-ci, il est un peu spécial parce que du coup, déjà, il vient soutenir une ONG qui travaille sur le sujet des abeilles depuis très longtemps. Et en plus, c'est un mélange qui est vraiment qui a été étudié il y a un certain nombre d'années, qui fait quand même 10 mètres carrés. Donc 10 mètres carrés, c'est pas avec ce petit sachet, comme vous disiez, de petit sachet tout à l'heure. Oui. C'est quand même 10 mètres carrés, c'est-à-dire que vous videz pas la totalité du sachet dans la jardinière. Dans une main, ça paraît petit, et en fait, c'est toute une biodiversité que vous allez planter, et je peux vous dire que c'est très efficace. Mais au-delà de ce petit sachet, vous pouvez en trouver facilement chez tous les professionnels du végétal, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Est-ce que, à part justement la plantation de fleurs, il y a d'autres moyens pour sauver les abeilles à notre échelle, dans notre jardin, par exemple? Alors déjà planter des fleurs, moi ça me paraît être quelque chose de déjà assez fondamental. Évidemment, on n'a pas tous un jardin et on n'a pas tous la possibilité de le faire. Donc déjà, le premier sujet, la première chose qu'il faut faire, et c'est ce qu'on est en train de faire là, et ceux qui nous écoutent, déjà vous avez coché la première case, et ça c'est super, c'est être sensibilisé à ce sujet. Parce que en fait, ce qu'on ne connaît pas, on le protège pas ou on le protège mal. Donc déjà, ça c'est fait. Être sensibilisé et comprendre ce qui se passe autour des enjeux de l'abeille, autour du végétal, toute cette histoire qui se trame autour de cet écosystème, il faut y être sensibilisé. Parce qu'une fois que vous y serez sensibilisé, vous pourrez aussi vous-même sensibiliser d'autres gens. Progressivement, vous allez s'aimer la bonne parole, et ça déjà c'est une première belle action. La deuxième, on va dire que c'est un peu plus associé par exemple à la filière apicole. Le miel, c'est quand même associé au travail des abeilles. Donc déjà, peut-être qu'en soutenant la filière apicole, donc les apiculteurs qui quand même, au-delà du monde scientifique, restent quand même les premiers bergers des abeilles, en les soutenant, forcément, on fait en sorte qu'il y en a plus et que du coup, les choses soient mieux faites, que la filière apicole soit plus solide, etc. Donc déjà, peut-être acheter, si vous appréciez le miel, achetez votre miel auprès d'un apiculteur local que vous connaissez, ou même si vous ne le connaissez pas, vous renseignez sur Internet, etc. Et déjà, en consommant un peu différemment votre miel, déjà, vous soutenez aussi un peu ce sujet. Il y a plein de petites actions comme ça que vous pouvez faire très facilement et qui vont dans le bon sens de l'histoire. On a quelques questions de la part de nos spectateurs. Donc, dans un premier temps, une question de Sabine. Doit-on mettre des maisons d'abeilles dans le jardin? Alors, on appelle ça plutôt on appelle ça plutôt des maisons à insectes, parce que en fait, ces maisons-là, même si elles accueillent évidemment des abeilles solitaires, comme vous le précisez, elles accueillent aussi tout un tas d'autres insectes. Donc, ces maisons à insectes, elles sont hyper intéressantes, parce que en fait, en l'installant, vous verrez très rapidement la biodiversité de votre jardin. Si votre maison à insectes, vous la récupérez vide au bout d'un certain temps, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des choses qui se passent pas bien. Alors ça vient peut-être pas de votre jardin, ça vient peut-être de l'écosystème aux alentours, mais en tout cas c'est un bon indicateur déjà pour savoir comment les choses vont dans votre jardin. Donc moi je vous recommande d'en installer une, oui. Je vais répéter du coup la question concours si les spectateurs veulent encore participer. Donc la question pour gagner des sachets de graines de fleurs pour les abeilles. Combien y a-t-il d'abeilles dans une ruche? N'hésitez pas à répondre en commentaire si vous avez la réponse. Parlant de ruche, on parlait donc quelle est l'utilité d'une ruche, parce que juste avant vous nous avez dit que l'abeille était le meilleur engrais pour un jardin. Ah oui. Voilà, donc comment vous pouvez expliquer L'abeille, en fait, elle est un peu au centre de la vitalité des écosystèmes. C'est-à-dire qu'elle est là quand même pour booster le végétal.
voilà, grâce à la pollinisation, grâce à son action, forcément vous renforcez le végétal dans un endroit. Le végétal, quand il est en bonne santé, avec son système racinaire, il vient aussi nourrir. Ça va pas que dans un sens, il vient aussi nourrir le sol. Et même quand le végétal meurt, etc., ça fait une forme d'engrais. Et ça vous donne en fait une biodiversité active, vivante, et ça vous fait des sols en fait en bonne santé. Et un sol en bonne santé, c'est fondamental pour la biodiversité en général. Si vous avez décidé de mettre en place un potager, etc., ce sera toujours mieux d'avoir un sol en bonne santé, vivant, qu'un sol en mauvaise santé. Donc l'abeille, elle a un rôle stratégique qui vient un peu... voilà, comme pourrait le faire le ver de terre, par exemple, dans les sols, elle vient booster un peu tout cet écosystème. Donc mettre des abeilles, c'est bon pour le végétal, c'est bon pour les sols. On a une autre question. Je souhaite mettre une ruche libre dans mon jardin, 1000 mètres d'altitude pour mon potager sans récolter le miel. On m'a parlé de ruche Varenne. Est-ce une bonne idée ? Alors, une ruche libre, c'est très très bien. En fait, mettre une ruche libre, ça revient à laisser par exemple un essaim sauvage d'abeilles domestiques dans un arbre. C'est juste vous leur proposer un abri avec 4 planches en bois, etc., pour qu'elles puissent venir nicher, et puis vous les laissez faire leur vie. Donc c'est très très bien, et vous verrez bien comment les choses se passent pour elles. Peut-être que voilà, si vous décidez d'avoir aucune action sur cette ruche, peut-être que vous aurez une mauvaise surprise après le premier hivernage, ou peut-être pas, peut-être que la ruche se portera bien, etc. Ça, après, c'est les aléas de la nature. Mais en tout cas, il n'y a aucune contre-indication à avoir une ruche libre. Les abeilles, elles vont faire leur vie, et ce qui vous prouve bien que abeilles domestiques, ça veut rien dire, puisque c'est des abeilles qui sont sauvages, mais qui vivent en collectivité. On a 2 questions d'Oana. La première, j'ai lu que les hôtels à insectes n'étaient pas une solution non plus. Qu'en pensez-vous ? Alors une solution pour quoi ? Pour sauver les abeilles ? Ouais, c'est sûr que l'hôtel à insectes n'est pas une solution pour sauver les abeilles, ça c'est évident. Vous leur apportez éventuellement un endroit pour nicher supplémentaire, mais malheureusement c'est une action trop petite pour véritablement avoir une action sur leur survie. Donc je pense qu'il faut plutôt voir la maison à insectes comme un observatoire pour vous. Ça vous donne vraiment une vue sur la vitalité de votre jardin. Et la seconde question, quel piège peut-on faire pour les frelons sans tuer des abeilles ? Oh là là, pareil, sujet compliqué. Il existe des tas de pièges qui ont été brevetés, etc. pour les frelons asiatiques. Donc la personne dit frelon, mais je pense qu'elle fait référence aux frelons asiatiques. En vrai, vous pourrez poser cette question à 100 000 apiculteurs, vous aurez 100 000 réponses différentes. En vrai, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution pérenne et vraiment fiable contre le frelon asiatique, parce qu'en fait, c'est un hyper prédateur. Il est arrivé là par inadvertance il y a une vingtaine d'années. Il est arrivé en fait dans une poterie chinoise par le port de Bordeaux, et ensuite le frelon s'est hyper adapté. Et en fait, des solutions, on n'en a pas vraiment. Et ça va être des solutions à la marge, chacun avec son petit piège qui va un peu fonctionner, pas fonctionner. Là-dessus, voilà. À vous de faire votre propre expérience avec l'écosystème et la saison que vous allez avoir, etc. Parce que les frelons, ils n'aiment pas quand il fait trop chaud. Voilà, donc c'est vraiment une science qui n'est pas très exacte. Et évidemment, si vous pouvez éviter de tuer les abeilles, c'est mieux. Parce que du coup, pour le coup, le frelon, c'est un peu trop nouveau pour pouvoir avoir une solution durable ? Non, alors c'est pas nouveau parce qu'on est plutôt sur une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est juste que c'est un hyper prédateur, hyper adapté. En fait, le frelon asiatique, il a pas de prédateurs, il y a très peu de prédateurs. Et je veux dire, il fait ce qu'il veut, quoi. Et lui, quand il a décidé de venir prendre en chasse une colonie d'abeilles domestiques, voilà, c'est le frelon, il vient se poser devant la ruche, c'est un hélicoptère tigre, et là il attend que les abeilles sortent, et dès qu'il voit une abeille, hop, il la chope et elle la découpe en morceaux, et puis voilà, c'est fini pour elle, quoi. Donc non, le frelon asiatique, c'est un insecte compliqué, on l'étudie beaucoup, mais il n'y a pas vraiment pour l'instant de solution. Et essayer de détruire l'ensemble des nids de frelons asiatiques sur le continent européen, c'est trop tard. C'est plus possible.
On a également une question de Nathalie. Et sur un balcon, comment peut-on faire ? Eh bien, sur le balcon, je pense que le plus simple, c'est de mettre une petite jardinière avec quelques graines mellifères, voilà, pour apporter un peu de ressources. Pourquoi pas aller chez votre jardinier, fleuristerie, pour acheter des essences mellifères aussi déjà faites, pour apporter un peu de ressources. Et puis quelque chose qu'on oublie souvent, parce que le changement climatique induit aussi des problèmes de stress hydrique, ne pas hésiter à leur donner à boire à tous ces insectes, parce qu'ils boivent, et l'abeille boit beaucoup. Et quand on a des épisodes de canicule à répétition, comme on peut en avoir par exemple ici à Paris, c'est bien de mettre des petites coupelles d'eau, etc., pour leur apporter de quoi boire. C'est très important. On a une autre question. Pour installer une ruche dans son jardin, à qui doit-on s'adresser pour avoir les bons conseils ? Et ben là, on revient à l'apiculteur du coin. Vous prenez un compas, vous faites un cercle, vous regardez tous les apiculteurs qui sont à proximité de ce cercle. Je pense que vraiment, il faut viser sur du local. Voilà, tout dépend de l'endroit où vous habitez. Mais il y a souvent quand on habite un peu à la campagne, on a souvent la chance d'avoir un rucher école à proximité, ou voilà, l'apiculteur du coin, etc. Je pense que le plus simple, c'est de s'adresser à un professionnel, même si le terme professionnel est un peu galvaudé, puisque 90% des gens qui ont des ruches en France sont des amateurs. Donc en gros, si vous n'avez pas une connaissance ou un apiculteur dans le coin, à proximité, c'est peut-être sympa de faire une petite formation dans un rucher école, un petit stage, c'est toujours mieux. Et plus on apprend les bonnes pratiques, et mieux on s'occupera des abeilles. Parce que y en a beaucoup qui se lancent dans l'apiculture sans aucune connaissance. Oui. Et qui du coup se retrouvent bloqués au bout d'un moment. Déjà se retrouvent avec des colonies qui meurent rapidement, facilement, et voilà, les gens comprennent pas, et ils se disent qu'est-ce qui s'est passé, et souvent la raison, c'est juste qu'ils s'en occupent mal. Donc vraiment, il faut essayer de se faire conseiller, encadrer, etc. Même quand vous allez acheter le matériel, souvent, vous pourrez vous faire conseiller sur le bon matériel, la bonne taille, etc., etc. Donc nous avons enfin les noms des grands gagnants qui ont gagné 3 sachets de graines à fleurs pour les abeilles. Donc bravo à Nathalie, Oina, Maude, Sabine Aurel et Farid qui ont gagné donc ces sachets. Nous, on va vous contacter pour avoir vos coordonnées et pour vous envoyer tout ça. Merci beaucoup Fabien d'être venu sur notre plateau pour nous parler des abeilles. Rappelez-vous que à partir de demain et jusqu'au 19 juin, vous avez la semaine des fleurs pour les abeilles. Donc vous avez l'Observatoire français d'apidologie, vous avez aussi Mission végétale et aussi Valor qui participent à cet événement. Vous pouvez vous renseigner sur Internet pour les sachets, etc. Et aussi, n'oubliez pas le dernier numéro de Détente Jardin, juillet-août, qui va sortir. N'hésitez pas à aller l'acheter en kiosque. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live et à bientôt.